Dans les salons étincelants de l'Europe des années 20, ces diamants rivalisaient avec les plus belles couronnes. La princesse Antonia de Luxembourg dansait à son mariage de conte de fées, paré du légendaire diadème de rubis de Bavière. Un chef-d'œuvre si grandiose que même les reines le trouvaient trop lourd à porter. Mais 23 ans après, cette même princesse se tiendra dans l'ombre du camp de Dachau, pesant à peine 77 livres. Ses bijoux royaux remplacés par des sabots et des haillons. Comment une femme passe-t-elle ainsi du port de l'un des diadèmes les plus spectaculaires d'Europe à la vengeance la plus impitoyable du régime nazi? Et pourquoi a-t-elle fait cette promesse qui allait marquer le reste de sa vie? Un serment si puissant qu'il résonna dans les couloirs de la royauté européenne pendant des décennies. Voici l'histoire de la princesse Antonia de Luxembourg, celle qui préféra l'amour à la politique, le courage au compromis, et paya un prix qu'aucun diadème ne pourra jamais mesurer. Aujourd'hui, nous révélons l'un des récits les plus extraordinaires et les plus déchirants de l'histoire royale. Vous découvrirez comment la romance de cette princesse s'est retrouvée mêlée au chapitre le plus sombre du XXe siècle. Nous admirerons les magnifiques joyaux qui l'ont paré jadis, notamment ce légendaire diadème bavarois resté dans l'ombre pendant près d'un siècle. Et nous suivrons son parcours des sommets de l'aristocratie aux abîmes de la souffrance humaine. Pourtant, ce n'est pas seulement un drame, c'est le témoignage de la force indomptable d'une femme qui, face à l'horreur absolue, préféra la dignité à la défaite. Sa vie prouve que la royauté ne se mesure pas en carat ni en couronne, mais dans le courage de rester debout quand tout vous est arraché. Et au cœur de tout cela se cache une promesse. 5 mots qui allaient définir ses dernières années et faire office de protestation silencieuse mais puissante contre le régime qui voulait briser son âme. Un début de conte de fées. Notre récit ne commence pas dans les grands palais des capitales européennes, mais dans le décor romantique du Schloss Hohenburg en Bavière, où naquit le 7 octobre 1899 la princesse Antonia, baptisée Antoinette Robert Sophie Wilhelmine. Elle était la 4e fille du grand-duc Guillaume IV de Luxembourg et de l'infante Marie-Anne de Portugal. Dès son plus jeune âge, Antonia, affectueusement surnommée Tony par les siens, baignait déjà au cœur des intrigues de la royauté européenne. 2 de ses sœurs aînées allaient d'ailleurs devenir grande-duchesse de Luxembourg, tandis qu'elle grandissait entre les résidences familiales et les terres portugaises de sa mère, acquérant cette grâce cosmopolite qui allait marquer son incroyable existence. Mais c'est son talent musical qui la distinguait vraiment. Pendant que ses sœurs se préparaient à régner, les doigts d'Antonia dansaient sur le piano avec cette même élégance, qu'elle déploiera plus tard pour affronter la politique complexe du XXe siècle. Un amour défiant tout un continent. En 1918, alors que la guerre faisait rage, Antonia, alors âgée de 17 ans, fit une rencontre qui allait bouleverser son destin. Le prince héritier Ruprecht de Bavière n'était pas un prétendant ordinaire. À 47 ans, il avait 30 ans de plus qu'elle, brillant stratège militaire, et surtout très controversé. Un maréchal allemand ayant commandé les forces ennemies durant la Grande Guerre. L'annonce des fiançailles provoque un véritable séisme au Luxembourg. Leur princesse choisissait d'épouser l'homme que beaucoup considéraient comme le bourreau du Luxembourg, un officier allemand dont les armées avaient occupé leur patrie. La réaction politique fut féroce et sans pitié, déclenchant une crise constitutionnelle qui forcera la grande-duchesse Marie-Adélaïde, sœur d'Antonia, à abdiquer. Mais le cœur d'Antonia avait choisi, et elle restera inflexible. « Je l'aime plus que ma propre vie », déclare-t-elle avec la certitude farouche du grand amour. Face à la pression, Ruprecht, voulant protéger leurs 2 familles, rompt les fiançailles, poussant Antonia à se réfugier dans ses études musicales. Pourtant, son cœur attendait patiemment que le destin vienne enfin libérer leur chemin. Le mariage du siècle s'annonçait, paré de ses plus précieux joyaux. Et cette voie s'ouvrit de la façon la plus inattendue. La fin de la guerre entraîne l'abdication de Marie-Adélaïde et du père de Ruprecht, le roi Ludwig III de Bavière, balayant ainsi les obstacles politiques. Le 7 avril 1921, dans son château natal, Antonia, 21 ans, épouse son prince de 51 ans, lors d'une cérémonie mêlant une vive controverse à une splendeur sans précédent. Pour ses portraits de mariage, Antonia choisit de porter une pièce extraordinaire, le colossal diadème de rubis et spinel de Bavière. Cette création vertigineuse, commandée en 1830 par le roi Ludwig Ier pour la reine Thérèse, arborait rubis, spinel et diamants montés en motifs floraux, capturant la lumière comme des étoiles captives. Le diadème était si lourd que la reine Thérèse ne le portait presque jamais, le trouvant trop encombrant. Mais Antonia en supporta le poids avec une grâce royale.
comme pour se préparer au fardeau bien plus lourd que le destin lui réserverait. Ce diadème faisait partie d'une somptueuse parure comprenant également un collier spectaculaire, des boucles d'oreilles et bracelets créés par le joaillier de cour Caspar Rieländer. Sur ces clichés de mariage immortalisés par le célèbre photographe Franz Greiner, Antonia maintenait ce lourd diadème en équilibre sur sa tête, ajusté sur une coiffe en dentelle blanche selon la pure tradition des mariées royales bavaroises. Le contraste était saisissant. Cette jeune luxembourgeoise s'appropriait les attributs de la royauté bavaroise avec une élégance si naturelle qu'elle semblait née pour les porter. Mais la collection de bijoux d'Antonia dépassait de loin cette unique pièce spectaculaire. Devenue princesse héritière de Bavière, elle accède au légendaire trésor des Wittelsbach, incluant le célèbre diadème au nœud d'amour bavarois. Une œuvre complexe, ornée de 16 perles baroques en poire, suspendues à des nœuds de diamants et surmontée de 16 perles dressées. C'était l'un des ornements les plus précieux de la reine Thérèse, et Antonia fut photographiée le portant durant les années 1920, associé aux boucles d'oreilles et au collier de perles de Thérèse, illustrant parfaitement sa maîtrise du pouvoir hautement symbolique des joyaux royaux. Le vote parlementaire sur leur union ne fut adopté qu'à une infime majorité, 26 voix contre 24. Mais elle avait obtenu bien plus qu'un accord politique. Elle venait de sceller un amour qui la porterait à travers les plus sombres chapitres de sa vie, une vie de splendeur royale. Durant les années 20 et le début des années 30, Antonia et Ruprecht goûtent au bonheur conjugal, donnant naissance à 6 enfants qui allaient devenir sa plus grande joie et son trésor le plus fragile. Pendant ces années dorées, Antonia incarne son rôle de princesse héritière de Bavière avec une grâce remarquable. Elle apparaît souvent en cérémonie de la cour, parée des somptueux joyaux de la maison Wittelsbach. En 1925, elle préside le tout premier bal des chrysanthèmes à Munich, un gala mondain où elle éblouit tous les invités, ornée d'éléments de sa parure de rubis et spinel. Ces joyaux jadis jugés trop grandioses pour de simples mortels trouvent en Antonia leur parfaite souveraine. Elle sait instinctivement marier leur splendeur à sa propre chaleur humaine. Pourtant, malgré cette vie de conte de fées, voyageant entre châteaux et domaines, Antonia garde les pieds sur terre, dévouée à son foyer. Elle élève ses enfants et soutient Ruprecht pour préserver l'héritage de la maison royale bavaroise, tout en restant la marraine de nombreux événements caritatifs et culturels de la région. L'orage approche, mais bientôt, un poison se propage en Allemagne et menace de détruire tout ce qu'elle aime. L'ascension d'Adolf Hitler réveille une haine féroce envers le prince héritier Ruprecht. Son refus de soutenir le putsch de la brasserie en 1923 a scellé sa perte. Hitler, conscient de la popularité de Ruprecht chez les Bavarois, choisit d'abord la séduction plutôt que la force. Il lui propose un poste de commissaire d'État, évoquant même un retour de la monarchie. Mais l'honneur de Ruprecht ne s'achète pas. En 1934, devant le roi George V de Grande-Bretagne, il déclare ouvertement que le Führer est un fou. Le sort en est jeté. Aucun compromis n'est possible. Au milieu des années 30, le pouvoir nazi commence à démanteler méthodiquement toute forme d'opposition ou de loyauté rivale. Les groupes monarchistes de Bavière sont dissous. Les proches des Wittelsbach sont arrêtés et Ruprecht est progressivement écarté de la scène publique. Le couple princier résiste pourtant, dans l'ombre et en silence. Il boycotte les plébiscites nazis et Ruprecht refuse catégoriquement d'arborer la croix gammée sur ses demeures. Face aux dangers grandissants, Ruprecht prend la décision douloureuse d'envoyer ses enfants à l'abri, en Angleterre, pour leur éviter l'endoctrinement forcé des jeunesses hitlériennes. Alors que la guerre éclate, la famille fuit vers l'Italie en décembre 1939. Ils se croient hors de portée du dictateur. Quelle tragique erreur. Le coup de grâce tombe enfin, fin 1939, les nazis confisquent leur château adoré de Leutstetten, près de Munich. Ce n'est pas une simple saisie de biens. C'est l'effacement méthodique d'un héritage royal vieux de plusieurs siècles. Avec le château, s'envole l'accès au fabuleux trésor des Wittelsbach, notamment ces bijoux spectaculaires qui magnifiaient jadis Antonia au sommet de sa vie de princesse. Celle qui arborait autrefois la légendaire tiare de rubis bavaroise et illuminait les bals parés de diamants et de perles, se retrouve désormais en exil, avec pour seule richesse les rares joyaux sauvés à la hâte. Ce n'était qu'un avant-goût cruel des pertes immenses qui l'attendaient encore. Le prix de la droiture. Après l'attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944, le piège nazi se referma avec une efficacité terrifiante. Le prince héritier Ruprecht, désormais en contact actif avec les Alliés, dut immédiatement entrer en clandestinité. Pour punir la trahison de son époux, la princesse Antonia et ses 3 plus jeunes filles furent arrêtées par les nazis en Italie du Nord. Le décret personnel d'Hitler contre les Wittelsbach était d'une cruauté implacable. À défaut de capturer Ruprecht, il punirait sa femme et ses enfants, appliquant la loi nazie de la Sippenhaft,
condamnant toute une famille pour la faute d'un seul. Ce qui suivit fut une véritable descente au cœur des ténèbres humaines, de quoi briser les plus fortes volontés. Antonia, déjà affaiblie par le typhus, fut d'abord abandonnée dans un hôpital d'Innsbruck. Ses filles, elles, partaient pour le camp de Sachsenhausen. Être arrachée à ses enfants ajouta une terrible angoisse maternelle à son calvaire. Traversant ainsi la vallée de l'ombre de la mort, sa situation devint critique. Les camps de Sachsenhausen, de Flossenbürg et enfin Dachau devinrent le douloureux chemin de croix d'Antonia. Dans ces lieux où toute humanité était méthodiquement détruite, là où la mort rôdait et où espérer était déjà résister, la princesse affronta sa pire épreuve. La violence physique qu'elle subit dépasse l'entendement. Le typhus ravageait son corps, la faim la rendait squelettique, et la torture était son pain quotidien. Celle qui portait autrefois des tiares étincelantes n'avait plus que des haillons et des sabots de bois, luttant pour survivre avec des rations de misère sous une menace constante. Pourtant, c'est cette guerre psychologique qui révéla la force incroyable de son caractère. Sans cesse, ses bourreaux exigeaient qu'elle dénonce le réseau de résistance de son mari, menaçant ses enfants, promettant la liberté en échange d'informations. Il savait exactement qui elle était. Ce n'était pas de la violence gratuite, mais une vengeance calculée contre celle dont le seul crime était d'aimer un insoumis. À chaque fois, sa réponse restait identique. Le silence. Refuser de céder, de trahir la liberté, alors même que la vie de ses enfants était menacée, demeure l'un des actes de bravoure les plus extraordinaires, d'une époque marquée à la fois par l'héroïsme et l'horreur. Dans ces camps où tant d'âmes ont sombré, Antonia a préservé sa propre humanité, telle une flamme que nulle obscurité ne pouvait éteindre. Libération attendue. Le 30 avril 1945, les troupes américaines libèrent Dachau. Lorsqu'ils découvrent la princesse Antonia dans un hôpital d'Iéna, elle ne pesait plus que 35 kilos, l'ombre d'elle-même. Loin de la femme éclatante qui portait jadis la lourde tiare bavaroise. Le contraste était terrifiant. C'était pourtant cette même femme qui éblouissait autrefois la haute société européenne. Parée des plus somptueux joyaux du continent, elle qui présidait jadis les bals et les grandes cérémonies. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, brisée par des mois de cruauté systématique. La délivrance physique était totale, mais ses blessures psychologiques resteraient ouvertes à jamais. Comme tant d'autres survivants, Antonia souffrait de ce qu'on appelle aujourd'hui un stress post-traumatique complexe. Des cicatrices invisibles, bien plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Au lendemain de sa libération, alors qu'elle luttait pour reconstruire sa santé brisée et son esprit meurtri, la princesse Antonia fit un vœu qui allait définir le reste de son existence. Debout sur une terre libre pour la première fois depuis près d'un an, elle déclara avec cette même certitude farouche qui avait autrefois proclamé son amour pour Ruprecht « Je ne remettrai plus jamais les pieds en Allemagne ». Ce n'était pas une simple déclaration personnelle ou une protestation politique. C'était une promesse forgée dans les fournaises de Dachau, trempée par les souvenirs d'une cruauté systématique et fortifiée par la conviction inébranlable que certaines blessures sont trop profondes pour pardonner. Le dernier chapitre. Après un bref retour au Luxembourg, une patrie qui l'accueillit avec des larmes de joie, Antonia choisit l'exil. Elle s'installa d'abord en Suisse, puis plus tard en Italie, se bâtissant une nouvelle vie sur des terres qui n'avaient pas participé à son calvaire. Ses enfants, surtout ses filles qui avaient partagé ses souffrances, comprirent et soutinrent sa décision. Contrairement à leur mère, certains choisirent de retourner en Allemagne, sans jamais contester la volonté d'Antonia de rester à distance. Les années suivant sa libération furent marquées par une dignité silencieuse, plus forte que toute proclamation royale. Même si sa santé restait fragile, le typhus, la dénutrition et le traumatisme avaient laissé des traces indélébiles. Antonia trouva enfin la paix dans ses refuges suisses et italiens, quand son époux Ruprecht sortit enfin de sa cachette pour retourner en Bavière. En septembre 1945, pour récupérer le château de Leutstetten, Antonia ne l'accompagna pas. Les bijoux, les châteaux, cette vie qu'ils avaient bâtie ensemble, tout cela restait de l'autre côté d'une frontière qu'elle ne franchirait plus jamais. Le 31 juillet 1954, dans l'air pur de Lenzerheide en Suisse, la princesse Antonia ferma les yeux pour la dernière fois. Elle avait 54 ans, témoin de l'effondrement des empires, la montée du fascisme, les horreurs de l'Holocauste et le long chemin vers la guérison. Fidèle à sa parole, elle ne foula plus jamais le sol allemand. Cette couronne qu'elle ne porta jamais, l'histoire de la princesse Antonia résonne à travers les décennies. Non parce qu'elle était née privilégiée, mais parce qu'elle choisit de rester humaine quand l'inhumanité l'entourait. Son refus de trahir ses principes,
Même sous la pression la plus extrême, reste un témoignage vibrant de la force du courage moral. Sa promesse de ne jamais revenir en Allemagne n'était pas dictée par la haine, mais par la conscience profonde que certaines limites, une fois franchies, nous changent à jamais. C'était une forme de résistance silencieuse, mais terriblement puissante. Une protestation de toute une vie contre le régime qui avait tenté de détruire son âme. Le magnifique diadème de rubis bavarois qu'elle portait autrefois repose désormais dans un musée. Ses gemmes captant la lumière pour les yeux des visiteurs. Le diadème au nœud d'amour et ses perles en cascade appartient toujours à la collection Wittelsbach. Mais le véritable trésor, l'esprit incassable d'Antonia, vit à jamais dans le cœur de tous ceux qui écoutent son histoire et choisissent comme elle tenir bon quand le monde exige que l'on plie. En se souvenant de la princesse Antonia, on salue bien plus qu'une souveraine meurtrie, mais un être humain qui, poussé aux limites de l'endurance, a choisi de le rester. Une promesse gravée dans la douleur et tenue par-delà l'exil. Rappelle à jamais que la dignité, l'intégrité et l'amour valent bien plus que la liberté elle-même. Celle qui portait jadis les plus somptueux joyaux d'Europe. Découvrit que la vraie richesse ne se vole pas. Et la vraie noblesse ne s'efface pas, et qu'aucun pouvoir sur terre ne peut détruire l'amour. La princesse Antonia de Luxembourg a tenu parole. Jamais elle ne remit les pieds en Allemagne. Mais son héritage survit dans chaque recoin du monde où la dignité humaine l'emporte sur la politique. Son histoire nous rappelle que la royauté ne tient pas à la couronne reçue en héritage, mais au caractère dont on fait preuve quand tout vous a été enlevé. Dans les heures les plus sombres de l'histoire, quand la civilisation semblait s'effondrer, le refus d'une seule femme de rompre devint un phare d'espoir qui brille encore aujourd'hui. Si le destin de la princesse Antonia vous a touché autant que moi, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Tant d'autres histoires oubliées attendent d'être révélées. Ces portraits de femmes royales d'exception confrontées à des choix impossibles, prêtes à tout sacrifier par amour ou par principe, trouvant la force au cœur de la tempête.